Vraiment absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui avec David qui est fin prêt sur son iPad. Bonjour à tous. Pour cette deuxième édition de l'Agora du soin digital à l'Hôtel-Dieu qu'on organise avec nos amis et partenaires de l'Axel, avec David et puis avec le soutien de Marie et de l'équipe. On a voulu essayer de créer ce cadre, cette dynamique globale de discussion, partenariat, échange un peu direct entre l'univers du soin et puis l'univers des acteurs qui développent des solutions au service du soin en se disant que les faire se parler directement de manière régulière pourrait être utile ou pourrait contribuer à faire avancer le schmilblick, comme on dit. Voilà, donc c'est la deuxième édition, on espère qu'elle sera intéressante et riche, le programme est roboratif, ça c'est un peu mon petit défaut personnel, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. On est ravis également d'avoir pu organiser cette session avec le double soutien du pôle Médicène et grâce à ce soit rendu à Jessica ici présente, et puis avec des échanges réguliers et nourris avec l'agence d'Innovation en Santé qui n'est plus nouvelle, qui est bien installée, et merci à Lise d'être présente ce matin et de nous avoir beaucoup accompagnés. Sans plus attendre, on va attaquer le début du programme. L'année dernière, on avait travaillé sur, quelque part, l'articulation entre deux niveaux, entre des séries de pièces d'une transformation et puis une image globale de puzzle. Cette année, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de regarder un peu, ou d'aller un peu plus profondément dans la question de ce qui vient, de ce à quoi ressemble le système de soins à l'issue de séries de transformations qui sont à l'œuvre. Et on s'est proposé, avec David, de demander à deux grands témoins, on va le dire comme ça, de se coller à l'exercice particulièrement pénible de la projection prospective à horizon de quelques années. Voilà, et de travailler sur cette notion de nouvelle frontière du soin au pluriel. Quand on a défini le thème, on n'était pas très sûr de ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc j'attends de Philippe et de Chris un éclairage, un éclaircissement de la notion. Et je leur en rends grâce. On a l'immense plaisir donc aussi ce matin d'avoir d'une part Philippe Raveau qui va intervenir dans un instant et à qui je laisserai la parole, et puis Chris Ross qui est CIO à la Mayo Clinic, qui a été très longtemps le président du IMSS, le grand salon d'innovation en santé, qui est par ailleurs fait l'immense plaisir et l'honneur d'être présent aujourd'hui. Je l'en remercie, je lui en rends grâce. Chris a la double caractéristique d'être d'abord quelqu'un d'absolument adorable et ensuite de comprendre le français, ce qui est merveilleux pour pouvoir faire quelque chose en deux langues en permanence. Voilà, et donc je le remercie à ce double égard. Mais on va commencer d'emblée par Philippe. David, tu veux dire un petit mot avant que Philippe intervienne ? Oui, nous on est toujours ravis d'être ici avec Nicolas sur ce lieu emblématique. L'Axel, c'est une association du digital. On le voit dans le domaine de la santé, on rentre dans une phase de transformation, de mue. Alors on sera peut-être, j'imagine, bien éclairé sur quelles sont ces nouvelles frontières du soin. En tout cas, on a un beau défi sur ces 2 jours d'aller explorer ce thème dans tous les sens. Mais finalement, ce qui est assez singulier quand même sur ce qu'on fait ici, c'est de pouvoir rassembler à la fois des professionnels de santé, des chercheurs, des acteurs de la tech, des acteurs institutionnels. C'est d'avoir vraiment créé un espace d'échange. Donc on n'est pas dans un grand salon avec des grands halls, mais vraiment dans un espace beaucoup plus intimiste et qui est vraiment propice à la discussion, l'échange. Donc c'est vraiment l'occasion de se nourrir intellectuellement et de créer de la porosité entre des acteurs qui traditionnellement se croisent pas toujours, en tout cas n'ont pas toujours le temps de pouvoir discuter et échanger. Donc c'est quand même assez privilégié d'avoir un programme digne d'un grand salon international sur 2 jours, mais dans un espace finalement assez confiné. Donc bravo pour toute cette organisation, Nicolas. Voilà. J'en profite pour remercier d'ores et déjà tous ceux qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Grâce à en soit rendu, vous aurez noté que vous êtes ici dans un hôpital, voilà, l'Hôtel-Dieu, qui demain est toujours un hôpital, restera un hôpital, je salue sa directrice, mais qui est aussi maintenant un lieu d'innovation en santé pour précisément permettre à la génération de solutions nouvelles qui se construisent, de se construire directement en relation avec les services de soins, avec les soignants, avec les patients. Donc je remercie les uns et les autres, à qui je rends grâce. On a beaucoup rendu grâce ce matin. Et je finis de rendre grâce d'ailleurs à Care Insight, qui nous a accompagnés aussi dans l'organisation de cette matinée et la venue de Chris.
Voilà pour les prodromes, comme on dit. Philippe, vous aviez gagné quelques minutes de réflexion supplémentaire. Écoutez, vous avez la parole, Philippe, bravo. Merci Nicolas. Des nouvelles frontières du soin. Il est clair qu'actuellement, les nouvelles technologies, c'est pas nouveau, les nouvelles technologies bouleversent les frontières actuelles du soin. Il s'agit de frontières finalement spatiales, géographiques, temporelles, professionnelles. Ça modifie aussi la relation entre le soin et la recherche clinique, ça modifie la production de connaissances, l'accès aux connaissances. Et en fait, toutes ces modifications nous incitent aussi à revoir en profondeur notre manière de concevoir les soins et à proposer un nouveau modèle de soins et d'organisation de soins. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples de ça. Alors, tout d'abord, il y a une chose évidente, c'est les frontières spatiales, hôpital versus domicile. En fait, aujourd'hui, quand les patients ont un problème entre deux consultations, c'est à eux de décider de faire l'effort de consulter ou non. C'est-à-dire, c'est à eux de décider s'ils essayent de joindre l'hôpital, de joindre leur médecin, etc. Et entre deux consultations, les patients sont ce qui a été appelé en vol automatique. En fait, on imagine qu'on va, par exemple, bien traiter les patients en ayant quelques dizaines de minutes de contact avec des médecins dans l'année, et en ayant des milliers d'heures où on prend des décisions seul chez soi. Donc, la première chose que peut nous permettre, qui va changer, à mon avis, de manière importante, c'est que ça va renforcer la continuité des soins et permettre le suivi à distance. Donc, l'idée, c'est peut-être qu'on va pouvoir transformer les soins et transformer les contacts avec les soignants, qui sont souvent limités à des face-à-face occasionnels, courts et à date fixe, les traditionnelles consultations, en une relation continue, mieux adaptée aux besoins et aux attentes du patient. Alors en fait, ça se fait déjà un peu, mais ça pourrait être fait de manière beaucoup plus optimisée en utilisant les technologies. Voilà. La deuxième chose, c'est que ça va permettre pour certains malades de proposer une surveillance à distance, hors de l'hôpital. Une surveillance en temps réel, continue, par exemple de symptômes, de données physiologiques avec des capteurs, et le tout avec un fardeau relativement limité pour le patient. Donc vraiment, il y a des questions importantes sur distanciel versus présentiel. Et en fait, un des points très importants pour moi, c'est que la solution ne reposera pas sur une technologie unique. En fait, je ne suis même pas sûr que ça reposera d'ailleurs sur la technologie. C'est d'abord une manière nouvelle de concevoir les soins. Et c'est seulement après que l'utilisation de technologie permet d'utiliser cette nouvelle manière de concevoir les soins. Alors, il faut insister aussi sur la nécessité probablement importante d'avoir une personnalisation de ces suivis, par exemple en fonction de paramètres multiples, l'âge, la littératie numérique, mais aussi le type de pathologie, le stade de la maladie, l'environnement du malade, des marqueurs que nous on a appelés personnomiques, qui sont des marqueurs liés au patient ou liés à son environnement. Et ça nécessitera probablement aussi une nouvelle conception du soin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plutôt vers ce qu'on appelle du blended care, qui est de l'association de médecine classique, avec des consultations classiques, un suivi classique, etc., et d'outils numériques. Et probablement pas uniquement des outils numériques. Par exemple, je ne crois pas une seule seconde à l'idée qu'on va pouvoir faire des consultations à distance en permanence pour les patients. Par contre, pouvoir imaginer que pour certains patients, à certains moments de leur suivi, on va remplacer des consultations traditionnelles par des consultations de suivi à distance, ça j'imagine que c'est probablement ce qu'aimeraient avoir les patients. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement adapté au suivi des malades chroniques, et vous savez que le suivi des malades chroniques est un enjeu crucial dans le domaine de la santé, puisque ça représente la majorité des coûts, du burden pour les patients, etc. etc. Mais en fait, c'est, à mon avis, très peu différent conceptuellement pour d'autres situations. Ça peut être strictement la même chose pour du suivi de malades à la sortie des urgences, ou bien du suivi de femmes enceintes. Ça concerne la consultation, mais aussi le suivi post-consultation, mais aussi le suivi post-hospitalisation. Par exemple, on a de plus en plus d'exemples d'utilisation de techniques de ce type dans le suivi post-chirurgie ou dans le suivi des bébés prématurés, par exemple, où finalement on va pouvoir les suivre à distance, faire des visites
en récupérant toutes les données à l'hôpital, exactement comme s'ils étaient hospitalisés en fait. Donc ça va nécessiter bien sûr de repenser complètement nos organisations. Imaginer ce qu'on est incapable ou très difficilement capable de faire aujourd'hui, de faire des visites hospitalières à distance, regroupant par exemple l'ensemble des acteurs habituels. Ça va nécessiter d'avoir une réflexion sur comment on peut faire du suivi et mutualiser ce suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va modifier les liens ville-hôpital, etc. Donc c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. On peut imaginer aussi que ça va changer les frontières géographiques du soin. Il y a des sujets absolument majeurs de tension permanente entre excellence et proximité. Et moi j'imagine bien que tous ces outils technologiques vont permettre de contribuer à réduire la fracture territoriale. On pourrait imaginer d'ailleurs beaucoup plus de fonctionnement en réseau avec le meilleur des centres de référence, qui est la technicité, et la proximité de la localisation géographique. Donc ça facilite par exemple un accès distanciel à l'expertise, et cette absence d'accès à l'expertise, on sait qu'aujourd'hui c'est une des principales inégalités de soins. C'est-à-dire que quand on est à distance d'un centre, d'un gros centre, etc., eh bien il y a une perte de chance évidente pour les patients. On pourrait imaginer, grâce à des outils technologiques et grâce à ces nouvelles technologies, que l'expertise dans des domaines comme l'anatomopathologie ne soit plus réservée à des centres d'excellence. Aucun hôpital de petite taille ou de taille moyenne n'est capable d'avoir des experts dans tous les domaines de l'anatomopathologie. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire à distance avec une bien meilleure qualité. Ça permettra probablement aussi de réorienter une partie du système vers la prévention. Et donc ça peut modifier aussi la manière dont on conçoit la médecine. Par exemple, en passant d'une médecine qui est surtout réactive à une médecine beaucoup plus proactive. On sait par exemple aujourd'hui, et on a de multiples exemples de ça, que grâce au machine learning, on est capable, en recueillant des données de manière relativement limitée, un nombre de données raisonnable, on est capable de prédire les aggravations, les rechutes des maladies chroniques à un stade infraclinique, et par exemple avant qu'elles ne nécessitent une hospitalisation. Donc ça va changer complètement la manière dont on finalement suit les patients. Aujourd'hui, les malades chroniques sont suivis à date fixe, et puis de temps en temps, le malade fait une rechute, et à ce moment-là, il va être revu en consultation ou hospitalisé. Là, on pourrait dire qu'on est capable à l'avance de prédire que le malade est en train de s'aggraver et modifier ses traitements, bien sûr, et son suivi à distance. Ça va permettre de faire aussi des choses qu'on est absolument incapable de faire aujourd'hui. Par exemple, de développer des interventions pour modifier les comportements. On sait que les modifications des comportements, c'est un enjeu majeur. C'est le principal déterminant de la plupart des maladies chroniques. Et on est incapable de le faire sans avoir d'outils technologiques. On est incapable de le faire parce que simplement on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça permettra la diffusion à grande échelle et à faible coût d'interventions visant à modifier des comportements, ce qu'on appelle la persuasive technologie. Des interventions qui sont impossibles aujourd'hui à réaliser avec des moyens humains, en particulier pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de disponibilité de ces moyens humains. Donc on peut avoir des modalités d'intervention réalisées à distance, en continu, en temps réel, personnalisées lors de leur initiation, puis adaptées au cours du temps en fonction des réactions et des attentes du patient. Ça va modifier aussi probablement les frontières professionnelles entre disciplines médicales. Vous savez que ça c'est vraiment une approche d'épidémiologiste, mais on a toujours une approche en silo. Et en fait, c'est compliqué cette approche en silo parce que c'est une approche qui est poussée à la fois par les malades, les médecins, les associations de médecins, les financeurs. Tout le monde pense en silo, alors que notre problème d'épidémiologiste, c'est l'explosion de la multimorbidité. Et vous voyez sur ce graphe, par exemple, que... pardon.
voilà, j'ai oublié de cliquer, que 80% des malades diabétiques ont en fait d'autres maladies chroniques, et que le nombre de maladies chroniques d'un malade diabétique après 65 ans, c'est 6,5 en moyenne. Donc tout notre système de soins qui est organisé avec une approche disciplinaire en silo, etc., eh bien il faut le repenser. Et le numérique peut nous aider à faire ça. Alors, ça va modifier aussi les approches professionnelles et les frontières professionnelles. À partir du moment où on est capable de concevoir des machines qui peuvent aider les humains dans leurs tâches, eh bien ça modifie les relations entre les différents soignants, etc. On pourrait imaginer avoir des soignants, des médecins augmentés, et donc ça peut influer la répartition des tâches, aussi bien la répartition des tâches entre soignants et médecins qu'entre différents types de médecins. Donc on va avoir des questions de transfert de tâches, des questions d'automatisation de certaines tâches sans intervention humaine, et bien sûr des questions de relations homme-machine. Je pense qu'aussi, bien sûr, ça va induire, mais je l'ai déjà dit, à réduire la fracture territoriale en facilitant un accès distanciel à l'expertise. Et donc, voilà. Ça modifie aussi les frontières entre des connaissances. Et par exemple, c'est le cas pour les connaissances des malades versus les connaissances des médecins. Vous savez qu'on a une place croissante du malade dans la prise de décision. On sait qu'il y a une information croissante en quantité, mais pas forcément en qualité de ces patients, avec une exposition croissante aux fake news, une influence des réseaux sociaux, etc. Et une confiance dans les soignants qui se réduit. Et donc il y a un énorme sujet, effectivement, de nouvelles accès aux connaissances et de nouvelles relations à la connaissance. Et je pense que ça va modifier aussi plus largement les espaces de connaissances et de savoir qu'on a. Donc maintenant, de plus en plus, on se dit qu'on a besoin de données probantes pour prendre des décisions. Et là, j'ai mis un petit graphe qui montre que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que tout le monde se dit on va faire de l'evidence-based medicine, etc., etc. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc par exemple, vous voyez sur ce graphe que le pourcentage de recommandations dans un domaine qui est la cardiologie, où il y a énormément d'essais cliniques, d'essais randomisés, le pourcentage de recommandations de l'American College of Cardiology ou de l'American Heart Association, qui sont basés sur des essais randomisés, c'est uniquement 8,5%. Donc 8,5% des 2900 recommandations faites par ces organisations sont basées sur des essais randomisés. Et ce qui est pire encore, et donc vous l'avez pour les différentes pathologies, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, etc., et c'est toujours entre 3 et 10%. Et ce qui est pire encore, c'est que cette tendance, elle n'a pas été modifiée de manière importante au cours des 25 dernières années. Donc elle est strictement identique au cours des 25 dernières années. Donc en fait, on en arrive aujourd'hui à une conclusion, c'est que c'est une attente irréaliste que dispose d'essais randomisés pour toute intervention ou combinaison d'interventions dans tous les sous-groupes de malades. Donc, et pourtant, nous avons besoin de données probantes en temps opportun. Et donc, ça c'est compliqué parce que réaliser des essais randomisés, on sait que ça prend du temps. Donc, les gens ont commencé à conclure que 85% des données probantes pour ce qu'on appelle la Comparative Effectiveness Research proviendraient d'études non expérimentales. Et c'est là que les technologies commencent à nous aider. En fait, ça modifie de manière massive la production de connaissances. Les données produites pour le soin sont devenues aujourd'hui un enjeu majeur pour la recherche. Hier, les données étaient récoltées et utilisées dans un but unique, soit le soin, soit l'évaluation de la qualité des soins, soit la recherche. Et aujourd'hui, les données sont créées et utilisées de nombreuses fois. Donc, il y a de multiples applications en ligne qui créent des données, il y a des millions d'appareils et de capteurs, etc. Et l'ensemble de ça fait qu'on a des données infiniment plus riches disponibles. Et puis en parallèle de ça, on a des modifications conceptuelles qui font que ce qu'on a appelé la causal revolution, on a inventé une nouvelle méthode pour faire de l'inférence causale.
l'attribut qu'on donnait aux essais randomisés, qui était de favoriser les décisions grâce à une inférence causale de grande qualité, et bien maintenant, on commence à être capable de le faire à partir de données observationnelles. Et ça va changer complètement la manière dont on raisonne. Donc, on a des problèmes aujourd'hui de gestion de production de connaissances, avec une accélération de la production de connaissances et des milliers, des tonnes de papier. Et on va avoir la nécessité d'utiliser la technologie aussi pour nous aider à gérer ces connaissances. Et actuellement, eh bien, on est en train de penser différemment grâce à toutes ces nouvelles données. D'abord, on est en train de passer des méta-analyses classiques, basées en particulier sur des essais randomisés, à des nouvelles méthodes, ce qu'on a appelé des living reviews et des living guidelines. En fait, des espèces de synthèses explicites en temps réel des connaissances disponibles. Et vous voyez sur cette diapo l'accélération des choses, quoi. C'est-à-dire que, voilà, avant, le temps médian pour incorporer l'évidence dans des guidelines, c'était 1477 jours. Puis on a commencé à essayer d'accélérer les choses. On est passé à 400 jours, 400 ou 500 jours. Et puis pendant la période du Covid, en fait, on est passé à 20 jours. 20 jours entre la production de connaissances et la mise en... Enfin, la synthèse de ces connaissances et la capacité à mettre ces connaissances dans des guidelines. Et en fait, ça, on ne peut pas le faire sans les nouvelles technologies. Et on a utilisé les nouvelles technologies pour atteindre ce concept. Alors, non pas avec une seule technologie miraculeuse, qui était l'idée initiale, par exemple, de Watson, qui était de dire, voilà, on va avoir des outils qui vont synthétiser seuls l'ensemble de la littérature et nous donner des résultats, mais avec, en fait, une utilisation intelligente de la technologie pour faciliter certaines étapes du processus. Par exemple, comment on peut utiliser un lecteur pour extraire des données et la machine pour extraire les mêmes données, plutôt que d'avoir plusieurs lecteurs extrayant les données, enfin des choses comme ça. Comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour repérer les papiers. Donc voilà, on est en train de changer la manière dont on produit les connaissances grâce à ça. Voilà, donc pour résumer tout ça, repenser le soin et l'organisation des soins, ça va être non pas simplement pour l'adapter en fonction des nouvelles solutions technologiques dont nous disposons, mais en fait, ça doit être pour mieux répondre à des besoins, pour améliorer la qualité des soins, pour optimiser les ressources disponibles, en particulier humaines. Donc, ce qu'on pourrait se donner comme objectif, par exemple, c'est de réduire le fardeau de la maladie, le fardeau du suivi, le fardeau du traitement, mieux répondre aux besoins et attentes de chaque patient, par exemple en personnalisant beaucoup plus le suivi et le traitement, améliorer la continuité des soins, réduire les inégalités de santé, y compris les fractures territoriales, améliorer la prévention, accélérer l'adoption des données probantes dans la pratique de soins et accessoirement faciliter le travail des médecins et des soignants et donc améliorer leur disponibilité, peut-être leur capacité d'empathie, etc., grâce à cette disponibilité accrue. Bien sûr, cette transformation, elle doit s'adapter à la fois aux besoins et attentes des malades et soignants, et bien sûr, elle doit s'adapter à l'ensemble des autres paramètres du contexte. Et peut-être nous aider à aller vers un certain nombre de problèmes qu'on était absolument incapable de gérer avant. Par exemple, on a beaucoup de mal à gérer la transition épidémiologique et démographique. Donc, en particulier, les maladies chroniques, donc je vous l'ai dit, la multimorbidité. On a vraiment beaucoup de mal à gérer la médecine fondée sur les preuves et l'accélération de la production des connaissances. C'est extrêmement difficile à imaginer qu'on va être capable, sans de nouvelles solutions technologiques, de transposer des résultats qui sont produits à une vitesse incroyable dans la pratique de milliers de soignants partout dans le monde. Enfin voilà, c'est incroyablement complexe. On doit s'adapter bien sûr aux liens médecin-malade qui évoluent. On doit s'adapter aux attentes des malades, à la tension croissante entre volonté de proximité et recherche d'excellence des soins, avec des plateaux complexes de plus en plus complexes, des compétences requises pour faire tourner ces plateaux qui sont également de plus en plus complexes, avec une surcharge de travail des soignants, une réduction du temps disponible auprès des malades, et avec une pénurie mondiale de médecins et de soignants.
avec des prédictions très inquiétantes de l'OMS sur le manque global de soignants dans le monde. Voilà, donc en conclusion, le digital et l'IA vont bien sûr bouleverser les frontières classiques du soin. Ce ne sont pas des technologies qui doivent façonner notre système. Ces technologies, en fait, ne sont qu'un moyen parmi d'autres. C'est extrêmement évident de dire ça. Et en fait, il est impératif de s'accorder d'abord sur des objectifs, des valeurs, une vision du système de santé, des communs dans le domaine de la santé, et seulement ensuite de servir des technologies pour se rapprocher de ces objectifs, et non l'inverse. Et très franchement, je pense qu'on n'a pas assez de réflexion sur cette vision actuelle du système de santé, et que je ne crois pas une seule seconde que ça va être la génération spontanée de ce qui va se passer avec l'explosion de start-up qui va permettre d'avoir une vision du système de santé qui soit cohérente aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.